Bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautré, édition du 26 mars 2023. Cette semaine encore, comme toujours, plusieurs sujets à l'horaire qu'on a à vous présenter. Qu'est-ce qui s'est déroulé cette semaine? Une assemblée extraordinaire de la ville de Berthier où on apprend qu'il y aura possiblement un investissement de l'ordre de 12 millions qui sera fait pour une mise aux normes de l'aréna municipale. Donc, les premières étapes concernant cette mise aux normes, donc avis de motion, demande de règlement et il y aura par la suite consultation publique. On parle d'une consultation au début avril. Vous avez aussi Communauté Zen, communauté avec Z, zéro émission nette, donc a eu cette semaine son assemblée de fondation de son conseil d'administration et nous avons un reportage sur ce sujet, entre autres Mme Danielle Demers qui nous parle de toutes les procédures qui ont précédé cet AGA et il y a aussi un commentaire de la part d'un des nouveaux administrateurs de la corporation qui nous parle justement de GIES. La ville de Berthier aussi a profité de cette assemblée extraordinaire pour annoncer la visite de Bruno Pelletier, un concert qui sera présenté en décembre 2023. Vous avez aussi la coop médicale de Lanoret qui lance un appel à tous pour une consultation, une conférence d'information qui se tiendra le 2 avril à Lanoret. Maintenant, cette année à Trois-Rivières, l'amphithéâtre Cogeco, excusez-moi, présentera cette année un hommage à Guy Lafleur sur le thème Guy, bien entendu, avec le site du Soleil et présentement, ils sont à la recherche de témoignages de gens qui voudraient témoigner, on pourrait dire de la gentillesse, de la façon qu'ils ont connu Guy Lafleur. C'était aujourd'hui, cette semaine, excusez-moi, c'était cette semaine la semaine qu'on parle d'allergie alimentaire et nous avons rencontré Mme Dominique Seigneur qui nous parle des revendications de Allergie Québec face à la non-procédure, on pourrait dire à la nonchalance un peu des centres de services scolaires qui ne créent pas vraiment des règles vraiment strictes pour accompagner les parents et les enfants dans le cadre d'allergie alimentaire. Nous avons rencontré aussi Mme Francine Lévesque, une vagabondeuse, on pourrait dire une personne qui a adoré faire des voyages, qui en fait encore, et qui a écrit un livre qui nous parle justement d'anecdotes de voyage, vraiment un livre très intéressant, une rencontre très intéressante avec Mme Lévesque. En terminant, le Festival de la Naudière a présenté sa programmation et le point que nous avons retenu cette fois-ci était le fait que le festival a décidé de donner une accessibilité le plus possible à plusieurs mélomanes, de permettre à des jeunes de pouvoir profiter de la musique classique. Donc, les grilles tarifaires, les activités ont été revisées et vraiment les prix sont grand public. On vous invite à écouter notre bulletin de nouvelles à tous les jours à compter de 18h du lundi au vendredi. Et ne manquez pas notre nouvelle émission, le bulletin des régions, un résumé de l'actualité provinciale vue à travers 20 télécommunautaires de la province de Québec. Sur ce, bonne écoute. H9, programme des événements 2023, spectacle de Noël. Bonne nouvelle, on a déjà un artiste à annoncer. Monsieur Frenière. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la programmation des événements de l'année 2023 organisée par la Ville de Berthierville, en conséquence, je propose d'autoriser une dépense n'excédant pas 16 660 $, toutes taxes incluses, pour l'organisation d'un spectacle avec l'artiste Bruno Pelletier qui se tiendra le 15 décembre 2023 à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. D'autoriser la directrice générale et graphière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville l'entente relative au service de l'artiste Bruno Pelletier selon les conditions déposées le 21 mars 2023 par la firme Evenco. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, j'en avais au à ma gauche. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Une bonne nouvelle, on a un artiste, on renouvelle encore une fois notre spectacle de Noël au mois de décembre. Donc ça devient une tradition. Très bon artiste encore, je pense qu'on va faire ça le compte encore une fois. H7, Arena Joanie Rochette, entente relative à la mise aux normes et à l'opération
avec le centre sportif de Berthierville. M. Frenière. Considérant l'engagement de ce conseil envers ses citoyens d'assurer l'accessibilité des équipements sportifs de la municipalité comme l'aréna Joigny-Rochette, considérant les besoins exprimés par les citoyens et les autorités de la ville de Berthierville pour une mise aux normes nécessaires de l'aréna, considérant qu'un groupe de personnes expérimentées et dévouées est intéressé à réaliser le projet de municipalité en formant un organisme à but non lucratif dans le respect et le cadre des lois et règlements applicables, considérant qu'une présentation a été faite à ce conseil dans le cadre d'un projet d'entente de mise aux normes et d'opération de l'aréna Joigny-Rochette, considérant que, suivant une évaluation faite par les autorités municipales, la réalisation du projet de mise aux normes et d'opération envisagée par l'OBNL, maintenant formée, représente la manière la plus efficace et économique pour les citoyens et la municipalité de concrétiser le projet. Considérant que l'opération de l'aréna, une fois mise aux normes, ce conseil exigera notamment de l'OBNL qu'elle autorise dans son règlement de fonctionnement jusqu'à 2 personnes qui représenteront la municipalité au sein du conseil d'administration de l'OBNL à former. Considérant l'appui déjà donné au projet par ce conseil dans sa résolution numéro 2022-12-367, adoptée lors d'une séance extraordinaire tenue le 21 décembre 2022, en conséquence, je propose que le préambule fait partie intégrante des présentes comme si resté au long, d'autoriser par le présent la mise aux normes de l'aréna Joigny-Rochette et quelques espaces adjacents pour une dépense évaluée à 12 millions, toutes taxes incluses, le tout dans le respect des formalités prévues de la loi, d'accepter de procéder à l'adoption d'un règlement d'emprunt à soumettre à la consultation des personnes habiles à voter en conséquence, aux fins du financement complet du projet, d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la ville de Berthierville aux fins de réaliser le projet et d'en assurer par la suite l'opération de celui-ci. Les ententes suivantes sont en préparation avec l'OBNL, Centre sportif Berthierville, CSB, lesquelles comprendront notamment entente de mise aux normes. La ville financera et assumera tous les coûts de réalisation du projet estimés à 12 millions de taxes incluses. Le projet serait réalisé selon le concept conception-construction. CSB serait responsable de la réalisation du projet et s'ajoutera aux dispositions applicables de la loi sur les cités et villes en conséquence. La ville paiera au CSB le coût des travaux à compter du début de ceux-ci et ce, à mesure de l'avancement des travaux et suivant une facture mensuelle que CSB soumettra à la ville. Les factures en résultant seront dues, exigibles et payables par les villes au plus tard dans les 30 jours de l'envoi des factures. Entente d'opération, durée 20 ans, renouvellement possible pour une autre période de 5 ans, prix pour les services 125 000 par an, taxes en sus, indexé annuellement selon l'IPC Canada pour les provinces du Québec, la dite somme annuelle payable en 12 versements égaux, mensuels égaux. La Ville assurera l'entretien et la réparation mineure et majeure pour la durée de l'entente. La Ville conservera les profits issus de l'opération, mais assumera aussi les déficits. Et la Ville, comme CSB, pourra mettre fin à l'entente sur un préavis de 50 jours sans motif requis. Merci. Appuyé par Pierre Lahaye, j'ai vu. Pierre Lahaye, merci. On appelle au vote. À ma gauche. Favorable. Favorable. À droite. Favorable. Je vais voter contre. Oui. Monsieur le maire. J'ai noté Mme Dubois, M. Darvaux, l'opposition, M. Darvaux. Donc, adopté à majorité des conseillers présents. Petite précision, on n'a pas signé le chèque encore, puis le montant n'est pas engagé encore. On enclenche le processus, qui est tout à fait normal, qui ira avec le registre des personnes habiles à voter, et ainsi de suite. Donc, et ça sera expliqué dans une prochaine assemblée, disons, de consultation le 6. Le 6 avril. Le 6 avril, donc on va vous donner des infos, on va redonner les infos. Le 6 avril, il y aura une consultation, il y aura une présentation à la population. Non, mais c'est un peu ça, toute la discussion qu'on a au niveau du comité et de la collectivité Z, c'est toute la question de la place des citoyens dans la lutte contre les changements climatiques. Moi, je regarde le rapport du GIEC qui a été déposé dernièrement. On a vu
la catastrophe annoncée. On voit l'inertie des gouvernements. On voit l'inertie des compagnies pétrolières qui continuent à extraire du pétrole, qui vont continuer si on les arrête pas. Et la seule façon de les arrêter, ça va être les citoyens qui vont les arrêter. Comme on a fait pour TransCanada, comme on a fait pour GNL Québec, comme on va faire pour le troisième lien, qui est à veille de mourir de sa propre mort. C'est les citoyens qui vont bloquer ça. Et la meilleure façon de s'impliquer, pour moi, en tout cas, ce que j'ai vu à date, c'est à travers les collectivités. Parce qu'on s'en va justement chercher toutes les solidarités dans les territoires, puis on va chercher les appuis de tout le monde qui sont prêts à lutter, indépendamment des gouvernements. Puis la question que madame posait tantôt, oui, mais s'il y en a qui s'imposent, s'il y en a qui viennent, venez-vous-en, les amis. Venez-vous-en, les amis, dans notre collectivité. On va vous accueillir, on va même vous dire bravo. Et vous allez avoir un vote. Tu ne seras pas le député qui va parler au nom de ton député, tu vas parler en ton nom à toi. Puis si ton parti est prêt à appuyer, puis aller dans cette direction-là, bien bravo, le Front commun, à ce moment-là, il va faire des gains au niveau national, pas juste au niveau régional. Donc, c'est ça, la collectivité zen. Puis plus il va en avoir dans les territoires, plus il va en avoir partout, plus on va se développer, plus cette force-là va forcer les gouvernements à changer son fusil d'épaule, à changer ses politiques climatiques. C'est ça, d'après moi, qui va peut-être nous sauver, parce que la porte à ça est de plus en plus refermée, là, quand on regarde ce que le GIEC nous a dit. Là, les changements doivent être rapides, les décisions doivent être courageuses des gouvernements, puis c'est nous autres, avec le monde proche des problèmes, qui vont peut-être réussir à faire ce changement. Collectivité zen, on va partir un peu, expliquer un peu qu'est-ce que c'est le projet des collectivités zen et le Front commun pour la transition énergétique, pour commencer. Dans le fond, les collectivités zen font partie du projet Québec zen, du Front commun. Le Front commun compte 90 organisations au Québec qui représentent 1,7 million de personnes réparties sur tout le territoire du Québec. Tous ces gens-là contribuent collectivement à la mise en œuvre d'une transition énergétique structurante, porteuse de justice sociale vers une société neutre en carbone. La phase 1 du projet Québec zen, ça a été d'élaborer une feuille de route pour un Québec vers la carboneutralité. Il y a plus de 190 individus appartenant à 85 organisations qui ont participé à l'élaboration de cette feuille de route. La phase 2, c'est les collectivités zen. Zen, zéro émission nette. Alors, les collectivités, c'est le travail sur le terrain, c'est la mise en œuvre de la feuille de route. À ce jour, il y a 8 collectivités zen au Québec. Il y a eu 4 premières collectivités qui ont été reconnues par le Front commun en 2021, celles de Laval, Lachine, Capitale-Nationale, Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'an 2, en 2022, collectivité zen l'Assomption d'Autrey, Outaouais, Ahuntsic, Gaspésie. Et il y a 4 nouvelles collectivités qui vont être officiellement reconnues au printemps 2023. Donc, on sera 12 collectivités au Québec. Toutes ces collectivités-là ont un support proactif du Front commun pour la transition énergétique, puis un réseau robuste de partenaires nationaux. On est vraiment très, très, très bien appuyés. Pour ce qui est de collectivité zen, l'Assomption d'Autrey, je vais vous faire un bref historique. L'idée est partie de Louise Morin de l'Assomption en transition, qui a contacté les Amis de la Chicot pour qu'on s'unisse pour créer une collectivité zen de nos 2 MRC, l'Assomption et d'Autrey. Les Amis de la Chicot ont accepté et depuis ce temps-là, on travaille ensemble. Et après ça, il s'est joint d'autres personnes à nous, des individus représentant des organismes, d'autres pas, d'un peu partout dans nos 2 MRC. Et puis même si on n'était pas en 2020, en 2021 reconnus par le Front commun, on a eu quand même un support d'eux. Ils nous ont permis souvent d'assister aux tables rondes des autres chantiers qui étaient déjà là. En octobre 2021, on a participé à la Semaine d'Action Zen. Ça, c'était les 4 collectivités déjà reconnues qui organisaient des activités pendant une semaine. Nous, on a décidé que même si on n'était pas reconnus, qu'on participait quand même. Alors, on a participé à ça.
Et le printemps 2022, bien là, on a été reconnu comme collectivité du Front commun. On a signé une entente, les deux organismes, l'Assomption en transition, les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, comme coporteurs de la collectivité ZEN. En juin 2022, on a été reçu par le Conseil des maires de la MRC de Dautrey. On a présenté notre projet, on a aussi discuté d'actions concrètes qu'on pourrait faire ensemble et tout ça. En août 2022, on s'est enregistré auprès du registraire des entreprises du Québec en tant qu'organisme à but non lucratif. C'est pour ça qu'on est ici ce soir. On fait notre assemblée de fondation de cet organisme. En octobre 2022, le Front commun a engagé une chargée de projet, Marie-Ève, pour travailler avec nous. Elle est embauchée par le Front commun, mais dédiée à notre collectivité. Le Front commun assume le 2/3 de son salaire et Collectivité ZEN doit assurer le tiers. Novembre 2022, là, on a fait notre lancement officiel comme collectivité reconnue, en même temps que les 3 autres, tout le monde, on a fait ça, les 3 autres collectivités du Québec qui ont été reconnues. Et nous, vu qu'on avait 2 MRC, on a fait 2 lancements. On en a fait un le 2 novembre à la salle des maires de la MRC de Dautrey. Et le 9 novembre, on en a fait un autre au Grand Café du Cégep de la Naudière à l'Assomption. Ces lancements-là ont été accompagnés de consultations publiques sur 5 enjeux importants de transition: l'éducation, l'habitation, modèle agricole, sécurité alimentaire, consommation et production, aménagement du territoire et transport. Avant le lancement à l'Assomption, Nathalie Berthélémy, qui fait partie de l'équipe et qui devait être... Elle est là, Nathalie. Bonjour, Nathalie. Alors, Nathalie Berthélémy, de Cadet, dans le cadre de la semaine des éveilleurs de conscience du Cégep, elle a fait une conférence « L'empreinte carbone de votre territoire, un outil citoyen pour agir pour le climat ». Et dernièrement, en février 2023, on a organisé une conférence au Balmasquis à Saint-Gabriel sur la décarbonation des bâtiments. C'était une première conférence d'une série qui va se promener un peu partout sur notre territoire. Et on se retrouve à aujourd'hui, 23 mars 2023, Assemblée générale de notre fondation, de notre organisme. La porte est ouverte, la vitre est cassée. Attention, il y a de la vitre à terre. Police! Il vient de se passer quelque chose dans un logement. Il y a du sang à terre. Attention, il y a des marques. Police! C'est le locataire sous le choc qui nous a appelés après avoir constaté ça en revenant du travail. Visiblement, il y a eu quelqu'un de blessé, mais il n'y a plus personne sur place. Police! Vous êtes à SQTV. Quand un crime survient, c'est déjà stressant. Mais quand ça arrive dans ta propre maison, ça en rajoute une couche. Que ce soit un crime avec violence ou une introduction par effraction, un vol, dès qu'une personne constate qu'il s'est passé quelque chose de grave dans sa maison, c'est généralement les émotions qui prennent le dessus et sans le vouloir, elle peut faire des choses qui vont compliquer notre travail. Quand on arrive sur une scène de crime, il y a plein de choses qui se mettent en branle. La priorité dans une scène comme celle-ci, c'est de localiser les impliqués, parce que visiblement, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide. Parallèlement, on veut savoir ce qui s'est passé, donc on va ouvrir une enquête. On se rend compte rapidement que dans ce cas-ci, il y a eu un vol important. Quand on constate qu'il y a plein d'éléments d'enquête comme ici, on va agir avec beaucoup de précautions. Le moindre geste qu'on peut faire peut contaminer la scène. Donc on va regarder où est-ce qu'on met les pieds. On va faire attention à ce qu'on touche, ce qu'on déplace. On va noter tout ce qu'on voit et tout ce qu'on fait. On va faire un croquis de la pièce, on va prendre des photos et on va protéger l'endroit pour permettre à un technicien en scène de crime de l'analyser en profondeur. Je suis en compagnie de Mathieu Godette, qui est technicien en scène de crime. Mathieu, c'est quoi ça, un technicien en scène de crime? Un technicien en scène de crime, c'est un agent spécialiste. Sa tâche première, c'est de reconstituer les scènes de crime, de l'immortaliser à l'aide de vidéos, photos, par la confection de plans aussi. Surtout, c'est de faire la recherche d'éléments de preuve
et d'en faire la récupération. Donc, les policiers vont se rendre, les patrouilleurs en premier, vont sécuriser les lieux, préserver l'intégrité, puis ensuite de ça, vous allez arriver sur le terrain pour faire votre travail. Oui, c'est en plein ça. Par exemple, dans un cas qui nous concerne, lorsqu'il y a une introduction par infraction ou un crime qui se commet dans une résidence, préserver l'intégrité de la scène, c'est primordial pour un technicien en scène de crime. Oui, pour nous autres, c'est primordial parce qu'il faut penser qu'il y a des éléments de preuve qui sont pas visibles à l'œil nu, puis qui, de par leur composition, sont très fragiles, donc peuvent être facilement altérés ou détruits. Vous comprenez aussi que tout ce qui se passe avant notre arrivée, ça a toute qu'une importance. Je le sais, quand il y a un événement grave qui se produit dans une maison, c'est difficile d'agir rationnellement. Mais il y a des gestes à poser et des gestes à ne pas faire qui peuvent faire toute la différence. Certains, dans un monde idéal, ce qu'on conseille, c'est de rien toucher, rien bouger, puis de se retirer, puis de faire place aux patrouilleurs qui vont sécuriser les lieux pour vous. Ils vont utiliser diverses techniques pour justement préserver la scène de crime. Puis si vous avez à toucher, bouger, vous déplacer à la scène de crime, c'est important de le noter, de le mentionner, que le technicien en scène de crime arrive, lorsqu'il va arriver sur les lieux, va en tenir compte dans son expertise de la scène. On voit souvent des gestes de gens qui sont stressés et qui veulent récupérer des objets, qui vont replacer des choses. Faut éviter de faire ça. Et un autre conseil qu'on peut donner aux gens également, c'est que lorsque vous constatez qu'un crime a été commis dans votre résidence, c'est d'appeler immédiatement la police, de ne pas prendre le temps d'appeler des proches, compagnies d'assurance et ainsi de suite, parce que nous, le plus vite qu'on arrive, le plus vite qu'on peut préserver l'intégrité de cette scène. Oui, c'est en plein ça. Plus vite qu'on arrive, plus vite la scène va être protégée, plus on a de chance de récupérer des éléments de preuve qui vont nous amener à l'arrestation d'un suspect. Merci d'avoir été là. Si vous avez encore du temps, vous pouvez regarder d'autres vidéos et n'oubliez pas d'aller aimer et de vous abonner à notre chaîne SQTV Sûreté du Québec pour ne rien manquer, parce que régulièrement, on met en ligne de nouvelles vidéos. Bonjour, mon nom est Marie-Claude Primo. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Elsa Desaulniers. Nous faisons toutes les deux partie du comité provisoire pour la fondation d'une coopérative santé à Lanoraie. Aujourd'hui, on se trouve sur le site de l'ancienne clinique médicale de Lanoraie où plusieurs docteurs ont pratiqué, notamment le docteur Bourgeois. Nous avons commencé notre démarche et avons rencontré la direction du CIS de Lanaudière. Ils nous ont clairement fait savoir que pour qu'un médecin choisisse de venir pratiquer à Lanoraie, nous devons avoir un lieu de travail moderne et fonctionnel. Donc, notre objectif, c'est de former une coopérative de santé qui sera formée de plusieurs professionnels pour créer un milieu intéressant pour qu'un médecin veuille venir pratiquer ici. Nous avons besoin de l'appui des citoyens pour montrer à nos partenaires que notre projet est sérieux. On compte donc sur vous pour nous appuyer en remplissant la déclaration d'intention disponible sur Facebook ou dans nos commerces locaux et à la bibliothèque. En participant à ce projet, vous permettrez à vos familles, à vos enfants dans le futur de bénéficier de soins de santé ici même à Lanoraie. On vous invite à notre assemblée publique d'information qui se tiendra au pavillon Jean Bourdon le 2 avril de 9h à 11h. J'aimerais terminer en remerciant Mario Poirier pour la réalisation de cette vidéo. Bonjour, mon nom est Daniel Ross, je suis directeur de création. Je suis Chantal Jean, directrice de production sur le spectacle Hommage à Guy Lafleur du Cirque du Soleil présenté à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Daniel, qu'est-ce que ça représente pour nous faire un spectacle Hommage à Guy Lafleur? Pour nous, c'est vraiment se plonger dans la mémoire collective, de revivre des moments de gloire que grâce à lui, on a vécu en tant que peuple. Il y a beaucoup de monde qui ont rencontré Guy Lafleur. C'est pourquoi aujourd'hui, l'équipe de création, on sollicite votre aide parce qu'au courant de toutes nos recherches, toutes nos rencontres, on s'est rendu compte que tout le monde avait une histoire significative avec Guy Lafleur, que ce soit un souvenir, la mémoire
mémoire d'un match, un objet. Et aujourd'hui, on vous invite à ouvrir votre boîte à souvenirs et nous partager vos meilleures histoires. Bonjour, je suis Kathleen de Trois-Rivières. Pour moi, Guy Lafleur, ça a été un personnage marquant pour ma famille, particulièrement pour mon père qui nous a souvent parlé du démon blond. C'est pourquoi quand je suis allée à Calgary au début des années 2000, les Flames jouaient contre les Canadiens et puis ça a été une belle surprise pour moi quand j'ai vu que Guy Lafleur avait été invité pour signer des autographes à ses partisans. J'ai profité de l'occasion pour lui demander de signer une carte de joyeux anniversaire à mon père parce que sa fête arrivait dans les prochains mois. Évidemment, avec plaisir et enthousiasme, il a accepté de signer la carte pour mon père. Donc, ça a été vraiment un beau cadeau de sa part. Salut, moi c'est Philippe et ça, c'est mon amorce de souvenirs avec Guy Lafleur. En fait, dans les années 80, mon père a réussi à avoir des billets pour aller au Forum pour voir une partie du Canadien avec évidemment Guy Lafleur et c'était la première fois pour moi que j'allais au Forum. Et tout à coup, papa, je vais aller aux toilettes et voulait pas. Finalement, mon père a cédé et gros malheur s'abat. Quand on est aux toilettes, Guy Lafleur score le but et c'était le seul but du match en plus. Donc, ça a été une grosse déception, mais en même temps, une magnifique soirée pour moi et mon père. Comme beaucoup d'autres Québécois, j'ai été un amateur, un admirateur de Guy Lafleur. Et lorsque j'ai commencé à peindre, j'ai fait des scènes de hockey qui se déroulent dans des ruelles. Lorsque je peins, je mets 3 numéros en particulier, c'est-à-dire le numéro 9, Maurice Richard, le numéro 4, Jean Béliveau et le numéro 10, Guy Lafleur. Et c'est la façon aussi que j'ai de me rappeler de Guy Lafleur. C'était tout à fait naturel pour nous de participer à cette vidéo hommage consacrée à Guy Lafleur. Oui, c'est en effet une très belle initiative de la grande équipe du Cirque du Soleil de présenter un spectacle à la grandeur de l'homme qu'il était. Guy Lafleur en a marqué des buts, 560 pour être précis, mais il a également marqué la vie de plusieurs amateurs de hockey qui le voyaient comme un membre de la famille. Guy Lafleur était talentueux. Il était tout aussi généreux avec le public et les médias. En entrevue, Guy Lafleur n'avait pas la langue de bois. Alors, chapeau au Cirque du Soleil de mettre en lumière la carrière de celui qui a électrisé plusieurs soirées de ses plus grands fans. Ce sera sans doute l'occasion, encore une fois, de scander « Guy, Guy, Guy ». On vous invite à les partager à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Alors, vous allez pouvoir, que ce soit sous forme de témoignages écrits, vidéos, photos, et ceux qui vont participer, vous courez la chance de gagner une paire de billets pour le spectacle. On vous remercie d'avance pour partager vos expériences, vos anecdotes, etc. Et on vous voit à Trois-Rivières. Du 19 juillet au 19 août pour la série Hommage sur Guy Lafleur du Cirque du Soleil. Je suis en compagnie de Mme Dominique Seigneur, directrice des communications pour Allergies Québec, c'est bien ça? C'est bien ça. Madame Seigneur, aujourd'hui, c'est la journée québécoise pour les allergies alimentaires. C'est une journée qui a été décrétée au niveau provincial par le gouvernement pour sensibiliser les gens aux problématiques des allergies dans tous les milieux, il faut s'entendre. Oui, c'est Mme Pauline Marois, dans les années 2000, qui a décidé que le 21 mars serait dorénavant la journée québécoise des allergies alimentaires. Je pense que c'était une visionnaire. Elle voyait que les allergies étaient en croissance et que ça méritait vraiment une attention. Aujourd'hui, c'est 300 000 personnes qui vivent avec des allergies alimentaires. Donc, je pense qu'on fait bien de le souligner, d'en parler puis de sensibiliser la population. Bien, on va en parler aujourd'hui, justement. Et le but de notre rencontre aujourd'hui, cette année, l'association veut mettre en emphase, veut parler beaucoup, on pourrait dire le manque de standardisation qu'il y a dans les écoles. Parce que c'est une de vos revendications cette année, sensibiliser la population et vos membres et les écoles à cette problématique-là. Oui, exactement. On se compare, disons, au reste du Canada. Le Québec, on est pas mal dernier de classe par rapport à l'encadrement. Ce qui se passe, c'est que toutes les autres provinces ou même territoires du Canada entier, d'ouest en est, ont un protocole, soit au niveau législatif ou sous forme de réglementation, qui permet de toujours accueillir l'enfant allergique de la même façon, mettre en place les meilleures pratiques, savoir les étapes, comment agir si jamais il y a un incident qui se produit, puis aussi former son personnel. Donc ça, c'est vraiment des facteurs clés qui font que des incidents vont être évités, puis qu'on va vraiment être au courant de qui est allergique, c'est quoi ses risques de réaction, comment cet enfant-là réagit, puis surtout qu'est-ce qu'on met en place pour pas que ça arrive. Donc on se compare, on trouve qu'on traîne un petit peu de la patte là, au Québec. Donc c'est ce qu'on demande qu'il y ait une prise en charge du dossier. Vous faites référence à la loi Sabrina, c'est bien ça qui a eu lieu en Ontario, parce que c'était un cas dramatique. Dans le fond, je comprends que
toute l'intervention a été mal préparée, mal planifiée, et la jeune personne est décédée justement parce qu'elle n'a pas reçu les bons soins. Exactement, c'est un drame, puis on a eu un drame similaire au Québec à peu près dans les mêmes années, là, il y a 10-15 ans, il y a une jeune fille au Québec qui est décédée des suites d'une anaphylaxie en milieu scolaire. Elle a été traitée avec des médicaments contre l'asthme. Quand c'était pas une crise d'asthme qu'elle faisait, c'était une crise d'allergie alimentaire. Elle est décédée dans les heures qui ont suivi parce que les personnes qui étaient en charge n'étaient pas formées, outillées, savoir comment reconnaître les symptômes. En Ontario, ce qu'ils ont fait, c'est que suite à ce drame de la petite Sabrina, 2 ans plus tard, ils avaient une loi en place et toutes les écoles, toutes les directions d'école avaient l'obligation de s'y conformer. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose comme ça qu'on aimerait mettre en place. Ou même un allègement, un ajout à la réglementation actuelle. On ne se rendra pas à un prochain drame, on n'en veut pas. Puis on se dit, bien, si on a ça en place, mieux vaut le faire maintenant que réagir. Donc, qu'est-ce que vous demandez, c'est que ça soit standardisé. Tant on parle de l'accueil, dans le fond, avoir une fiche descriptive, c'est ça, vous m'expliquez, que comme parent, quand vous vous présentez, vous faites rentrer votre enfant en maternelle, première année, que l'école soit consciente que il y a des allergies et que ça existe et c'est pas une maladie là, effrayante, là, c'est pas contagieux. Là. Non, c'est ça, c'est une condition. Puis l'enfant est bien au courant quand il rentre en maternelle, normalement vers 5-6 ans, il a sa médication à la taille, il a la maturité suffisante pour au moins le porter. Mais cet enfant-là, il a besoin d'aide pour s'assurer que son milieu est favorable, puis qu'il n'y aura pas d'incident. On réduit les risques au maximum. Puis que par la suite, ben, les écoles sachent comment agir. Tu sais, qu'on sait que bon, cet enfant-là, il est dans tel groupe, s'il présente des signes, symptômes, voici comment on agit. Sa médication devrait être sur lui. Il y a des écoles qui gardent la médication au secrétariat, puis le secrétariat est barré sur l'heure du dîner. C'est juste des petites choses, mais qui peuvent tellement faire perdre des minutes vraiment précieuses quand il y a réaction allergique grave. Donc, voilà, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait vraiment une volonté politique d'encadrer tout ça. Et je vous dirais, comme parent, est-ce que ça devient plus rassurant? Parce qu'il y a toujours une question de stress. Tu sais, je pense aujourd'hui, les enfants se partagent les lunchs. On n'est pas là toujours pour superviser, là, que ce soit au service de garde scolaire ou de tout. Comme parents, on n'est pas toujours présent lors des périodes de dîner, des périodes de collation, des sorties extérieures. Il faut quand même avoir une sécurité quand on envoie nos enfants à l'école. Oui, vous avez tout à fait raison. Puis la sécurité des parents allergiques, tout d'abord, c'est qu'on fait tout leur lunch. Il n'y a pas question d'avoir pour les enfants polyallergiques, le service traiteur, ça n'existe pas. Donc, c'est déjà quand même plus de travail, la médication sur eux tous les jours. Donc, ils ont quand même leur façon de fonctionner qui est sécuritaire. Mais ce qu'on a besoin de savoir, c'est quand notre enfant n'est pas en notre présence pendant, tu sais, des fois, là, ils arrivent à 7h30, 8h le matin, ils repartent à 5-6 heures. Fait des longues heures, ça, à côtoyer peut-être des gens qui ne savent pas comment agir si jamais quelque chose arrivait. Puis on note qu'il y a 20% des réactions allergiques aux arachides qui se passent en milieu scolaire, donc c'est quand même beaucoup aussi. C'est 75 000 enfants qui fréquentent les écoles avec des allergies, donc je pense qu'on parle au nom de ces 75 000 enfants-là pour permettre de faire avancer les choses. On est en journée de budget, mais est-ce que vous pensez que vous avez l'écoute du gouvernement? Ça se fait au niveau des commissions scolaires, vos demandes? Vous passez par le ministère de la Santé. De quelle façon vous tentez de sensibiliser et d'établir des lois ou des règlements? Bien, nous, ça fait 10-15 ans qu'Allergie Québec est au cœur de discussions, des discussions qui sont toujours très cordiales et polies. C'est un dossier qui est non partisan. Finalement, tout le monde est d'accord, que ça soit parti au pouvoir, opposition, on en a vu passer là, dans les 10-15 dernières années. On avait fait même une coalition, à un certain moment, on a déposé un projet de loi juste avant la pandémie, ça a été un peu aux oubliettes, mais c'est vraiment avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, puis Santé publique, puis éventuellement le ministère de la Famille aussi qui gère les services de garde. On a rencontré aussi des gens de certains, des fonctionnaires des ministères, on a rencontré beaucoup de députés, donc c'est vraiment, puis on espère que les centres de services aussi se manifestent, puis qu'on ait l'appui de la direction de la santé publique pour faire avancer ce dossier. Est-ce que vous sentez une sensibilité par rapport à cette problématique-là? Ou oui. Vous êtes loin dans la liste des priorités? C'est plate à dire, mais c'est la question. Mais c'est une bonne question, puis on sent vraiment qu'il y a un sentiment d'impuissance, là, un peu, mais même parfois certains élus ne savent même pas qu'il n'y a pas de législation de réglementation, donc on sent beaucoup d'écoute, beaucoup de compassion, mais peu de leadership. Il n'y a juste pas de prise en charge. Mais
Mais oui, on n'a jamais eu de commentaires négatifs par rapport à cette approche-là. En gros, c'est pour aider les écoles, c'est pas pour leur en mettre plus dans les pattes ou ça ne s'invente pas, là, des réactions allergiques ou le nombre de jeunes allergiques, c'est vraiment pour nous ce qui parle vraiment. Mais oui, on a beaucoup d'écoute, mais là, ça prend des gestes. Donc, on rappelle aujourd'hui, c'est la journée québécoise des allergies alimentaires, donc quelque chose qui a été décrété par le gouvernement. Donc, en principe, il devrait avoir une sensibilité sur ces sujets-là. Est-ce que vous avez des actions que vous voulez faire aujourd'hui spécifiquement ou dans les prochaines semaines par rapport à votre demande? Aujourd'hui, depuis hier, on fait le tour des médias. Ça devrait se terminer d'ici la fin de la journée. Donc ça, déjà, on est content de parler à des gens comme vous qui nous donnent une belle écoute puis qui transmettent ça au grand public. Après ça, on a une lettre ouverte qui a été signée par 40 co-signataires, des gens issus du milieu de la santé, des parents et autres, pour demander une action au gouvernement. Puis début avril, on s'en va en rencontre à l'Assemblée nationale. Puis au mois de mai, on a un beau petit kiosque de sensibilisation aussi à l'Assemblée nationale. Donc, on a quand même pas mal de choses de prévues, mais aujourd'hui, c'était l'espèce de coup d'envoi grâce à cette journée du 21 mars, journée québécoise des allergies alimentaires. D'accord. Bien, merci beaucoup de votre implication, puis on vous suit s'il y a d'autres développements dans ce projet. Bien, merci de nous avoir reçus. Merci. Bye-bye. Merci. Je suis en compagnie de Mme Francine Lévesque. Bonjour, Mme Lévesque. Vous êtes auteur, mais on pourrait dire aussi, vous avez utilisé le terme vagabondeuse qui se promène à travers le monde. Parlez-nous un petit peu de vous, dans le sens que vous avez, dès votre jeune âge, décidé que vous vouliez voir la planète, vous vouliez voir comment vivent les gens. C'est ça, vous me disiez un petit peu aller à la rencontre des gens dès votre jeune âge? Alors, effectivement, dès mon enfance, je voulais me faire des amis autour du monde parce que j'avais évidemment Tintin toujours dans le portrait. Alors, c'était un peu mon objectif. Je voulais voir le monde, mais pas nécessairement les attraits, mais surtout de rencontrer les gens, d'aller vers eux. Et c'est ce que j'ai fait quand même pendant plus de 50 ans. Là. Okay. Est-ce que vous aviez des, je ne dirais pas des itinéraires, mais des endroits précis au départ que vous vouliez visiter? Dans le sens que, tu sais, je veux dire, tout le monde dit un peu, bon, ben, je veux voir Venise et mourir, ou voir Paris, voir Londres. Est-ce que c'était vos premières destinations, vos premiers choix, ou vous étiez un petit peu plus, je veux dire le mot aventureuse, ou vous aviez des plans un petit peu différents? J'étais ouverte à toutes les destinations, mais j'avais toujours derrière la tête le rêve de voir le Potala. Donc, okay. Ça, c'était... J'ai mis 52 ans avant d'y aller. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me poursuivait constamment, le Potala, le Tibet. Sauf que le reste, non, j'étais ouverte à toutes les destinations. Comme je ne connaissais pas d'autres pays que les États-Unis puis le Canada, je me suis dit non, on ouvre. On a commencé un peu par l'Europe, puis après l'Europe, on va en Afrique, puis après l'Afrique, on s'éloigne, on va en Asie, en Océanie. Alors, c'est comme ça un peu que vous avez fait le tour. Votre première... Ouais, c'est ça. Votre première destination, c'était quoi? La première fois que j'ai pris l'avion, c'était le 18 juillet 1971 et je suis partie pour Miami. OK. Donc, première découverte. Oui, parce que mes parents y allaient régulièrement et moi, je n'étais jamais allée, évidemment. Et là, j'ai senti le vent, la chaleur, j'ai senti l'exotisme. ça m'a... Oui. On avait beaucoup visité. Pendant qu'on était là, on n'a pas nécessairement fait de la plage. Et quand on était là également, on était allé à Nassau, au Bahamas. Alors, et là, j'ai encore des photos. Je prenais des petits enfants dans mes bras, les gens étaient ouverts. Je me disais, oh mon Dieu, c'est ça que je veux faire dans la vie. Donc, vous avez trouvé une profession qui vous permettait de faire ça dans la vie. Donc, la profession était comme un à côté pour vous pouvoir permettre de voyager si on fait un parallèle. Donc, c'était ça comme un petit peu qui a orienté votre vie, toujours les voyages. Alors, ça a toujours été, si on veut, une priorité dans ma vie. C'est pas nécessairement... Pendant plusieurs années, j'ai été entrepreneur dans le domaine de la construction, mais parallèlement à ça, j'ai été agent de voyage. OK. Toujours. Mais
une des manières que j'avais trouvées pour voyager à coût moindre, parce qu'évidemment, ça coûte cher, ce sont les échanges de maisons. OK. Les anciennes Airbnb. Non, pas du tout. OK. Un échange. Un échange, OK. Vous trouviez le moyen d'avoir des contacts avec des gens, puis je m'en vais passer une certaine période. Là. En fait, c'est un site qui existe depuis... moi, je suis membre depuis 1989. Actuellement, il y a le homeexchange.com, là. Mais il y a 2 ou 3 nouveaux sites, là, aussi, où on échange la maison, on peut échanger la voiture, on échange la maison, on peut échanger le bateau, on peut échanger n'importe quoi, finalement. OK. Et ça, c'est très intéressant parce que, par exemple, les gens viennent chez toi pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je ne sais pas. Même j'ai fait des échanges de 3 mois en Provence, avec la Provence. Et toi, tu vas dans leur maison, tu vis leur vie, tu rencontres leurs voisins, leur famille. Ça a été pour moi extrêmement important. Et on le fait encore aujourd'hui. Mes enfants le font. OK. Donc, vous avez transmis votre passion à votre famille, à vos enfants, à tout, là? Absolument. OK. Absolument. Et là, dans votre livre, vous nous avez choisi 50 destinations, 50, on pourrait dire, aventures que vous avez. Comment vous les avez choisies? C'était quoi votre, comment je pourrais dire, votre modus operandi? Parce que je vois que vous lisez, vous photographiez, vous documentez qu'est-ce que vous avez fait. C'est sûr qu'un rôle d'agent de voyage aussi avait cet avantage-là de dire à vos clients, de dire, je suis allé, regarde, c'est ça que tu peux voir, c'est ça qui est intéressant. Vous aviez au moins la connaissance des lieux. Mais choisir 50 sur toutes les destinations que vous avez faites, ça doit avoir été un choix déchirant. En fait, ça a commencé, c'est que depuis 71, j'ai un logbook qu'on appelle, donc, où j'ai noté chaque vol. OK? Aller-retour, tous les vols que j'ai faits. Donc, c'est ça qui me permet de dire combien j'ai fait de milles aériens, d'une part. D'autre part, tous mes carnets de voyage, j'ai toujours pris des notes. Alors, j'ai des carnets qui datent des années 80. Et j'avais tout ça accumulé il y a une quinzaine d'années, puis je me disais, bon, moi, je vais faire quoi avec tout ça? Parce que souvent, je n'en parlais pas de mes voyages. Je revenais, je ne racontais pas toutes mes anecdotes. Souvent, les gens disaient, puis as-tu fait un beau voyage? Oui, puis là, ils changent de sujet. Oui. On s'entend. Personne ne veut voir tes photos de voyage. Là, je me disais, je vais faire quoi avec ça? Puis, en commençant à les feuilleter, j'ai fait, ah, tiens, ça serait intéressant. Et je me cherchais un fil qui relierait toutes les destinations. Et en faisant cette recherche-là, je me suis dit, tiens, les anecdotes ou peut-être les gens rencontrés. Je trouvais ça intéressant. Et j'ai commencé à écrire des histoires sur les gens que j'avais rencontrés, mais je les avais photographiés. Et là, j'ai lu à un moment donné dans une revue, ça prend leur consentement. Et je me suis documentée, effectivement. Tu ne peux pas parler de quelqu'un, surtout avec l'avenue d'Internet, tu ne peux pas parler de quelqu'un, de photographier puis de le mettre en scène sans avoir son consentement. Alors, je me suis rabattue sur mes anecdotes. J'en ai, comme ça, un après-midi, j'en ai sorti une dizaine, puis le lendemain, puis de fil en aiguille. Là, oh mon Dieu, oui, je me souviens. Puis là, je sortais tel carnet, puis finalement, je suis arrivée à 25. Tranquillement, avec les années, j'ai continué à réfléchir, à penser, ou je pensais à une destination, je disais, ah oui, je me souviens quand on était dans tel pays, puis je continuais à voyager, il m'arrivait quand même autre chose. Mm-hmm. Et tranquillement, jusqu'à la pandémie. Oui. À la pandémie, j'avais peut-être 45, 47 anecdotes. Pas nécessairement, les textes n'étaient pas nécessairement écrits. Et je me suis réfugiée à Grenade, sur l'île de Grenade. Et là, j'ai rédigé en me disant, bon, je vais laisser une trace pour mes enfants, pour qui voudra. Mm-hmm. Puis à un moment donné, d'une affaire à l'autre, je me suis dit, ah tiens, je vais peut-être le soumettre à des éditeurs. Et j'ai été la personne la plus surprise au monde de recevoir un courriel le matin me disant, on est intéressé par votre livre. Vous êtes rendu auteur. Vous avez fait une petite allusion à la pandémie, ce 2 ans-là, 2 ans et demi,
à rester, je présume, là, où je dis, à être moins active au niveau des voyages. Vous avez vécu ça comment? En grimpant ces murs, en vous retenant, ou vous avez trouvé d'autres façons de sortir de cette crise-là? Non, j'ai découvert mon chez nous. Ah, OK. Parce que moi, je suis toujours en mouvement. Et là, je me suis dit, on est bien chez nous. La première année, premièrement, quand la pandémie est arrivée, j'étais sur l'île de Roatan, au Honduras. Mm-hmm. Et nous avons pris les 2 derniers sièges sur l'avion de retour avec Sunwing. Et là, on est rentré chez nous et je devais aller au Cap-Vert au mois de novembre. Ça a été évidemment annulé. On devait aller en Europe l'été, ça a été annulé. Le Cap-Vert a été annulé en 2021 également. Et en 2022, au mois de décembre dernier, nous étions en France depuis 6 semaines. La veille de notre départ pour le Cap-Vert, on a été testé COVID. Ah, mon Dieu, oui. Et là, on est donc revenu au Canada. On n'a pas eu le choix. Alors, je ne peux pas dire que j'ai détesté ça d'être chez moi, justement. J'ai revisité mes voyages, mes priorités aussi. Non, c'était la première fois de ma vie que vraiment je me déposais. OK. Donc, si je comprends bien, votre valise est toujours prête. Là, vous voyagez plus en bagage à main, en sac à dos, quelque chose de léger pour ne pas perdre les valises. Vous êtes rendu une habituée légère et tout pour voyager? Vous voulez une anecdote au sujet des valises? Allez-y. L'année dernière, départ d'Ottawa, Toronto, Grenade, l'île de Grenade. Alors, ma valise était bien identifiée parce que j'ai vérifié tout le temps. Le tag était bien le tag de Grenade. Et j'ai mis 5 jours avant d'avoir ma valise à Grenade puisqu'elle est allée à Grenade, en Espagne. OK. Merci Air Canada. Faut pas le dire. C'est incroyable. Non, mais ils ont été bien corrects là, avec moi. Mais la valise a fait Londres, au retour, Miami, Barbade, en tout cas, c'est promené. J'avais plein d'étiquettes. Mais c'est ça le voyage. Et pour répondre à votre question, je ne fais plus de sac à dos. À mon âge, non, terminé. J'essaie de voyager le plus léger possible et souvent, on va essayer d'avoir des vols directs. Oui. Parce que moi, les valises perdues, j'en ai eu un peu partout dans le monde. Puis souvent, c'est embêtant. Comme là, on part bientôt pour la Croatie et on embarque sur un bateau où nous ne sommes que 18 personnes, je pense. Et on va faire toutes les petites criques entre Zadar et Dubrovnik. Et il n'est pas question que je n'ai pas ma valise, donc on va se rendre à Paris 2 jours avant pour être bien certain qu'on a tout ce qu'il faut puis que tout est en ordre. Puis, aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix. C'est ça. Il faut être plus prévoyant. J'avoue que c'est ça qui est un petit peu le stress. Bien, dans la dernière question, vous me parlez de la Croatie. Je m'en allais dire où vous en allez. Vous m'avez répondu. Vous m'avez parlé que vous avez, dans l'entrevue, un de vos rêves. Vous en avez réalisé un. Votre dernier... je ne sais pas dire vivre et mourir ou voir et mourir, ça serait quoi votre destination ultime là, que vous dites? Après, je ne veux pas dire après ça, mais j'ai vu ça et c'était... je suis contente de ce que j'ai accompli. Je suis très heureuse d'avoir toujours dit oui aux destinations. Le seul pays où j'ai dit non, à un moment donné, c'est l'Égypte. Mm-hmm. Il y a plusieurs années, dans les années 80, mes enfants étaient très petits. J'avais mon billet d'avion dans les mains et il y a eu un attentat. Il y a 2 Canadiennes qui sont décédées dans l'attentat d'un autobus. Et je me suis dit, les enfants sont petits et je partais seule. Alors finalement, j'ai décidé de ne pas y aller. Et donc, l'Égypte reste, mais en fait, la seule destination là, que je voulais à n'importe quel prix, c'était le Tibet. Et je l'ai
vécu, bien vécu, et j'ai pris le temps, et vraiment, là, ça... Mais sinon, j'ai pas une grande liste à venir. J'en avais vu beaucoup, que déjà là, vous avez une très bonne liste. Oui, j'ai fait ceux qui me plaisaient. C'est sûr que j'aimerais aller, par exemple, dans des pays comme le Soudan ou l'Afghanistan. Ce sont des pays aujourd'hui qui sont extrêmement difficiles, ou l'Iran, l'Irak. Ça, c'est des pays que... Il faut aussi tenir compte de notre âge. Oui. Tenir compte de la sécurité mondiale. Tu sais, aujourd'hui, c'est pas si facile que ça, là. Non, c'est ça. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, je ne dirais pas plus on vieillit, mais plus on prend conscience, je ne veux pas dire des risques, mais je veux dire, comme vous dites, la sécurité des états, des choses qui se passent, puis on pense malheureusement, je dirais, on pense à nous aussi, là, puis c'est correct, il faut penser. Le monde a bien changé aussi, hein? Oui, vous avez bien raison. En tout cas, on va vous lire avec passion. Vous allez encore me donner plus de le goût de lire. Et le titre du livre, c'est L'envers du voyage. Et comme c'est mentionné, ben, c'est autant intéressant à lire quelqu'un qui veut savoir comment voyager, la personne qui a voyagé et la personne qui pourra peut-être pas voyager, mais ça va lui permettre de vivre des beaux moments. J'ai un message dans mon livre. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre quand je l'ai écrit. Pas seulement au niveau du voyage, mais je pense que dans la vie, il faut oser. Oui. Il faut avoir l'audace, il faut avoir la détermination. Il faut se lever le matin et dire oui, je rêve de ça, je vais l'accomplir mon rêve. C'est ça. Et c'est ce que j'essaie de transmettre. De transmettre, exactement. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, Mme Lévesque, c'est très apprécié. Ensuite, les tarifs spéciaux. Donc, on entend beaucoup parler de tarification dynamique ces temps-ci, puis de Ticketmaster qui augmente ses prix. Puis on n'est pas du tout là-dedans au festival. En fait, s'il y a de quoi, on a réduit les prix cette année. Donc, il y a encore les prix qui restent très accessibles. Donc, la pelouse gratuite pour les enfants de 17 ans et moins. 25 ans et moins, 50% de rabais. Donc, encore une fois, c'est idéal pour faire découvrir la musique classique à vos familles. Les citoyens de Genève qui bénéficient encore une fois d'un tarif très privilégié grâce au soutien de la ville. Et nouveauté cette année, en fait, on a revu le plan de la salle. Donc, on a fait toute une analyse là, qui nous permettait de voir les clients, c'était lesquels les sièges qu'ils préféraient. Et on a revu la tarification pour créer une catégorie plus très, très, très accessible. Donc, vous pouvez assister à des concerts sous le toit, dans certains cas à peu près au même prix que des concerts sur la pelouse. Donc, ça rejoint l'idée du Père Lindsay de garder cela toujours très accessible. Absolue, puis il faut vraiment, vraiment insister là-dessus. C'est pas par chauvinisme non plus, mais les propositions artistiques auxquelles on est exposé au festival, en considération en plus du prix, honnêtement, je ne pense pas que ça existe ailleurs. Les concerts ailleurs en Amérique, en Europe, coûtent plus cher qu'ici. Donc, passez le mot.